Il y a vraiment débat avec lui? Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouveau À son Prime, tu choisis qui? Entre aujourd'hui Daniele Rossi et Michael Essien. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Nico. Salut mon copain. Salut à tous. Alors, est-ce que tu es chaud déjà pour aller représenter l'ami Daniele De Rossi pour À ce Prime, tu choisis qui? Bah à fond, parce que je vais pas te mentir, moi ça fait partie de mes joueurs préférés des dernières décennies au moins, quoi. C'est un joueur qui m'a beaucoup marqué et que j'aimais beaucoup. Ouais, je développerai pourquoi, hein. Mais de par son poste, son charisme, sa nationalité, tout ça, j'ai un gros affect sur le joueur. Donc, on part déjà avec un gars que t'aimes vraiment particulièrement. Là, on n'est pas juste pour le défendre, Ouais. juste pour essayer de l'aider. Non, on parle d'un joueur que t'aimes véritablement. Donc, normalement, tu vas y mettre le cœur pour le défendre. Ouais. Mais c'est sans prévu. rentrer dans les détails, j'ai cru comprendre qu'un Michael Essien, c'était un joueur que t'appréciais quand même un minimum. Ouais, oui, ça va être un peu un crève-cœur parce que Essien, je pense que c'est aussi un des milieux, on va dire un des milieux centraux qui m'a le plus impressionné aussi dans l'ère moderne du foot. Donc c'est un gros duel, même pour moi, c'est compliqué, mais bon. Après De Rossi, Daniele, c'est pas possible. C'est vraiment c'était vraiment compliqué là. Bon, mais en tout cas, t'es plutôt dans une zone de confort avec un joueur, comme tu l'as dit, plutôt iconique, sans rentrer tout de suite dans la description, mais un joueur un peu iconique, italien. Bon, j'ai compris que ça te parlait et que c'était ce genre de joueur-là qui te donnait envie de défendre. Donc, ok, c'est bon, on est bien parti, on a bien compris. Donc, d'un côté, De Rossi avec Nicolas et de l'autre côté, Michael Essien avec Jajai. Donc, vous connaissez aussi un petit peu le principe du fonctionnement de À son Prime, tu choisis qui. Première partie, on s'attarde sur les stats. Donc, les stats en club, les stats en Champions League, en Ligue des Champions, en sélection, Coupe du Monde et en pro. Dans la deuxième partie des stats, on va s'attarder sur le palmarès et d'autres stats un petit peu intermédiaires. Et dans la deuxième partie du débat, on s'arrête sur la sensibilité foot, où on va revenir sur le fait majeur du joueur, la régularité, l'importance dans l'équipe, le charisme et la durée du prime. Ça te va toujours, mon copain? Are you ready? Tout à fait. Allez, c'est parti. Alors, moi, je te propose de commencer avec les stats en club de mon poulain, donc Michael Essien. Donc, en club, moi, ça me donne 545 matchs, 58 buts et 22 passes décisives. Pour toi, du côté de De Rossi, ça donne quoi en club? Alors, il y a 623 matchs, 64 buts et 60 passes décisives. Ok. Bon, alors si on fait la confrontation des deux, bon, on s'aperçoit que en club, il y en a un qui a plus joué que l'autre. On a De Rossi qui fait quasiment une centaine de matchs de plus. Et au niveau des passes, moi, je vois juste au niveau des stats purs, je vois juste une différence au niveau des passes. Je le vois beaucoup plus passeur De Rossi qu'un Essien, parce que sur les buts, c'est quasiment pareil, à mes yeux. Ah ouais, moi je comptais aussi en parler un petit peu dans la partie sensibilité, mais clairement en fait, De Rossi il avait quand même ce côté plus créateur, tu vois. Il était, alors effectivement parfois ils étaient dans des zones similaires du terrain. Essien, tu voyais des feuilles de match, mais en termes de rôle, en fait, De Rossi il a quand même longtemps eu, notamment à la Roma, ce rôle de rampe de lancement en fait, et en sa capacité de faire même des dernières passes. Notamment quand tu avais l'équipe qui jouait plutôt bloc haut et que lui du coup il avançait.
Donc ouais, lui, il avait quand même un pied, son jeu long en plus était magnifique aussi. Donc ouais, ça m'étonne pas qu'il ait autant de passes D sur sa carrière. Je pense que c'est surtout ça. Je pense que c'est la qualité de son jeu long, parce que sur on va dire son positionnement. Alors ok, peut-être à certains moments il est un peu plus haut, mais pour moi, De Rossi, c'est toujours le gars qui est devant la défense. Enfin, c'est le 6, c'est plutôt pour moi le 6 devant la défense. Et plus la carrière avance, et plus il se stabilise, il avance moins sur le terrain, voire même il passe en défenseur central. Donc le voir avec 60 passes D, ouais, pour moi, ça me fait appel à son jeu long, qui doit être quand même peut-être au-dessus d'un Essien. Et au niveau des passes, et au niveau des buts, pardon, je pensais pour le coup, avant de regarder les stats, que Essien était devant. Je le voyais plus buteur Essien qu'un De Rossi, et au final, c'est quasiment la même chose. Donc si on doit regarder le bilan en club, j'avoue, j'aime bien Essien, je défends Essien, mais il y en a un qui est plus passeur. Est-ce que pour autant il l'emporte sur cette catégorie de bilan en club? J'ai envie de te dire que c'est un peu similaire, mais peut-être un avantage pour De Rossi. Après, à toi de me dire. Ah bah oui, quand même. Il y a plus de matchs, donc une plus grande longévité au haut niveau. T'as donc les buts, on va dire match nul, et les passes décisives, De Rossi est supérieur. Donc pour moi, c'est quand même De Rossi qui remporte la première manche largement, sachant que bon, tu vois, il faut aussi, je trouve que c'est logique après de voir tout de manière globale. Mais les passes décisives pour ce genre de poste, c'est hyper important, tu vois, c'est même central. La longévité aussi à ce poste-là, c'est difficile, donc c'est particulièrement central aussi. Donc pour moi, la première manche, ça va à De Rossi là-dessus. Et effectivement, en nombre de buts, moi aussi, je pensais que Essien en avait mis un tout petit peu plus, mais en fait non. Mais ce qu'on oublie en fait, c'est que De Rossi, il mettait aussi beaucoup de buts de la tête. Il avait un super timing. Il faisait un peu plus d'1m80, donc il était plutôt grand, ça va, et il avait un super timing, une très bonne détente. Donc il a mis aussi pas mal de buts sur corner et sur coup de pied arrêté. Donc ça compte aussi. Hein. Non, ça c'est sûr. Et puis après, spontanément, je l'ai vu aussi tirer 2-3 penalties, mais c'était plus à la limite avec la nationale que la Rome. Les penalties pour il en a mis quelques-uns avec la Roma aussi, des pénaux, mais c'était pas non plus souvent c'est pas forcément le tireur attitré. Parfois il les tire, mais pas tout le temps. Bah oui, et puis après, à partir du moment où tu es dans une équipe où tu as Francesco Totti, je pense que les penalties, ça sert peut-être un peu à rien d'aller les prendre. Tu peux peut-être les laisser. Ouais. Tu peux peut-être les laisser. Bon, ok. Ouais. Donc moi j'ai essayé d'introduire un match nul sur cette catégorie. Bon, ok. J'ai compris. Je prends mon point et je te le donne. Je te le donne pour le bilan club. Donc ça fait un point pour De Rossi face à Essien pour cette première confrontation. Alors, je vais te proposer la seconde catégorie. La seconde catégorie, c'est là le bilan en Ligue des Champions. Alors, bilan en Ligue des Champions pour Michael Essien, ça donne 76 matchs, 11 buts et 8 passes décisives. De ton côté, pour De Rossi, ça donne quoi en Ligue des Champions? Alors, on a 61 matchs, 8 buts et 4 passes décisives. Ok. Alors, qu'est-ce que tu as envie de dire spontanément sur les stats en Ligue des Champions? Est-ce que pour toi, tu penses aussi que c'est un peu la même chose, ou tu vois une certaine différence entre les deux là? Non, alors évidemment, toi tu vas dire qu'au niveau statistique, au niveau en termes de chiffres, Essien au-dessus, et tu aurais raison. Je vais quand même nuancer par deux choses. Alors après les deux sont dans le même panier, que mettre autant de buts, être autant décisif à ce poste-là en Ligue des Champions, on est quand même sur des gros joueurs. Hein. On est quand même sur des joueurs monstrueux. Ouais. Hein, voilà. T'as raison de le préciser, parce que quand même, si tu vas prendre par exemple les stats de milieu def de maintenant, je pense pas que t'as des stats comme ça, vu leur positionnement. Encore une fois, on parle de gars. Alors pour De Rossi, on vient de parler, qui est vraiment devant la défense, et Essien. Alors ok, il a peut-être un côté plus box to box, mais quand même, on parle d'un gars qui est placé devant la défense, hein, qui est pas là pour la création. Ouais, clairement. Et donc ça c'est quand même assez dingue. Mais là où moi je vais relativiser aussi, c'est le côté dominant des équipes. Et en fait, tu fais 61 matchs de Ligue des Champions avec la Roma.
qui a pas eu toujours un effectif vraiment taillé pour être compétitif en Ligue des Champions, contrairement à Essien, qui a la plupart du temps été dans des équipes vraiment monstrueuses. Son Chelsea, c'était une des plus grosses équipes d'Europe en termes d'effectifs et de potentiel. Son passage aussi au Real, bon voilà, t'es au Real, enfin bref, c'est Et même Lyon. bon, il y a aussi ça à regarder. Et même Lyon, si on est très honnête. Oui, bien Lyon, sûr, et même Lyon, c'est un Lyon qui est costaud, qui a des ambitions de Ligue des Champions. c'est un Lyon qui est c'est vrai que j'ai pas tout de suite cité Lyon, mais effectivement le Lyon de cette époque-là faisait peur à beaucoup de monde en Europe. Donc non, mais bien sûr. Donc c'est pour ça aussi il y a relativité sur le côté un poil inférieur des statistiques en Ligue des Champions de De Rossi vis-à-vis de ça finalement. Alors, ok. Alors moi, juste pour cette catégorie-là, c'est ce qu'on a fait dans les derniers. Alors, il y a le bilan Ligue des Champions statistique, c'est celui qu'on est en train de faire. Maintenant, moi, c'est ce que j'essaye aussi un peu d'introduire là-dedans, et c'est pareil pour la Coupe du Monde, c'est qu'ok, bien évidemment, il y a les stats pures, comme on vient de les voir, 76, je les repartage, 76 matchs, 11 buts, 8 passes D pour Essien, 61 matchs, 8 buts, 4 passes D pour De Rossi. Mais si on doit véritablement comparer les bilans Ligue des Champions, on peut pas mettre de côté qu'il y en a un qui remporte la Ligue des Champions avec des parcours majeurs, pendant que l'autre, je suis d'accord, je te sens arriver, tu vas me redire l'équipe qui est moins dominante, mais n'empêche que en Ligue des Champions, il y en a un qui est plus marquant que l'autre. Et ça a laissé plus de traces qu'un De Rossi. Oui, non, là-dessus t'as raison, on va pas se mentir. Et puis même il a mis des buts hyper marquants, extraordinaires. Le but d'Essien contre le Barça notamment, on s'en souvient tous, de fou. Donc non mais bien sûr après évidemment que De Rossi il a aussi des perfs hyper marquantes contre le Barça aussi. La fameuse remontada, il est extraordinaire sur le match. C'est ça. Et puis il faut se le coltiner le milieu de Barça. Donc lui il a réussi à prendre le dessus, à faire en sorte que la Roma prenne le dessus à certains moments du match sur le milieu de terrain du Barça. Enfin, son match il est fou. Non, bien sûr. Donc après, quand j'essaie de dire ça, t'as raison. Faut aussi préciser dans ce genre de débat. Bah oui, il y en a un qui était dans des équipes peut-être plus dominantes que l'autre, donc forcément ça a un impact sur le bilan statistique final. Maintenant, voilà, je vais pas aller militer gratuitement. On est sur un débat de gentleman. Si je vois que tu me fermes la porte, bon bah ok, très bien. On restera sur une égalité. Mais là, pour moi. Pour celui-là, je partirais quand même sur un point donné en Ligue des Champions pour le bilan pour Michael Essien. Mais, comme j'ai dit, on est à deux. Je te le donne. On est OK? Ah, c'est beau. Ouais, non, bien sûr. Bon, c'est beau. C'est bien, ça montre que l'idée, c'est de défendre chacun de notre poulain, mais il faut essayer aussi, pareil, de mettre de l'objectivité et de faire un débat un minimum impartial. Donc, je vois, c'est ce que tu fais. Je salue. Bon, on va voir si on va continuer à garder cette entente. Là où on va arriver sur le bilan en sélection. Alors, bilan en sélection, moi j'ai 59 matchs, 9 buts et 5 passes décisives. Toi, de ton côté, ça donne quoi du côté de chez De Rossi en sélection? Moi, j'ai 117 matchs, 21 buts, 5 assists. Non, là, c'est fou. Non, là, il faut le dire. Non, là, ouais, il faut le dire. 20 buts, tu te rends compte? 117 matchs, il est décisif, environ donc 26 fois pour son poste, c'est fou. Il y a des neufs, c'est-à-dire qu'il y a des attaquants de pointe dans certaines sélections qui ont quasiment autant de sélections et qui ont autant de buts. Ouais, non, mais le pire, c'est que je suis en train d'imaginer, mais oui, le pire, c'est ça. C'est que 117 matchs, 21 buts, 5 passes, allez, peut-être pas un attaquant, mais en tout cas, un joueur offensif qui a ces stats-là, ouais. Honnêtement, c'est largement possible de trouver un mec avec ces stats-là. Et on l'a dit depuis tout à l'heure, ça reste un gars qui était numéro 6, qui a même reculé au fur et à mesure de la carrière en sélection. Là, je parle vraiment en sélection, qui a reculé au fur et à mesure, qui a terminé dans la défense à 3. Ouais, non, là, quand même, c'est des stats, et je défends ici, mais 59 matchs face à 117, déjà, on n'est pas sur la même chose. Et puis, on vient de le dire, le 21 buts contre 9 et 5 passes décisives des deux côtés. Bon, non, là, je pense que celui-là, ça sert un peu à rien.
c'est pas que ça sert à rien, c'est qu'on peut juste le souligner en sélection, il est beaucoup plus majeur, De Rossi. Non, mais bien sûr. Et puis bon, alors après, vu que toi, t'as invoqué la Ligue des Champions, je suis obligé d'invoquer la Coupe du Monde. Hein. Voilà, on a un joueur qui a gagné la Coupe du Monde. C'est celle qui continue après. T'inquiète pas, il y a un point à récupérer pour justement la Coupe du Monde. Et sans spoiler, il y a de fortes chances pour que celui-là aussi, De Rossi, il arrive à le récupérer, ce point. Donc là, juste sur le bilan sélection, moi, ce que je vois, c'est que oui, voilà, il y en a un qui est majeur en sélection, qui est là, qui a fait une quinzaine d'années en sélection, alors que l'autre, alors ça, c'est son histoire, c'est le problème aussi de on va dire de santé, le genou qui commence un peu à lâcher, on va dire la régularité qui lâche aussi un petit peu. Et oui, bah sur la partie sélection, là ça se voit. Autant en club, il peut y avoir, je pense, encore un petit peu débat entre les deux, mais là sur la partie sélection, non. Pour moi, zéro débat. Donc pour moi, pour De Rossi. On est d'accord? Je présume que tu veux pas rajouter quelque chose. Bon, donc là, on a commencé un tout petit peu à en parler. On va donc s'attarder véritablement dessus sur les stats en Coupe du Monde. Alors, bilan en Coupe du Monde, chez moi, ça va aller assez vite. C'est 4 matchs, 0 but, 0 passe décisive. Donc, c'est assez simple. Pour toi, ça donne quoi pour De Rossi en Coupe du Monde? Bah, ça donne 8 matchs, 1 but et 2 passes décisives. Ok. Donc, le double, il marque, il fait 2 passes décisives. Et sans spoiler notre débat, oui, il va remporter la Coupe du Monde en 2006. Donc, bon, oui, ok. Je peux rien dire. Là, c'est dommage parce que tu sais quoi? Non, mais tu sais quoi, ce débat, il aurait pu être peut-être presque un poil différent, même si ça aurait été compliqué, mais si, en fait, Essien, il avait pu être là, face à l'Uruguay, en fait. Et il est pas là. Il joue pas. Ah, il est blessé. Et si ça se trouve, ouais. Donc, en fait, s'il est là, bon, je dis pas que s'il est là, le Ghana passe, mais bon, quand même, Christian sur le terrain, tu as une meilleure équipe. Ah ouais, et si voilà. Et si en 2010, si tu l'as dans ton équipe nationale et quand t'es le Ghana, oui, c'est un plus. Maintenant, c'est pareil. C'est-à-dire que là, on est en train de comparer le bilan en Coupe du Monde des deux. Est-ce que pour autant, même s'il joue ce fameux quart de finale en 2010 contre l'Uruguay, est-ce que le Ghana va au bout? Tu viens de le soumettre, ça m'étonnerait. Non. Donc, mais quand même, demi-finale, ça aurait été la première demi-finale d'un club africain avant le Maroc, tu vois. Il l'aurait fait, ça aurait été historique et t'aurais quand même plus d'arguments, on va dire, même si je pense que, bon, peut-être que Essien l'aurait quand même emporté, mais ça aurait peut-être porté le débat un peu plus loin. En fait, moi, je pense que ça doit être un des plus grands regrets de sa carrière, ce match à Essien, notamment en sélection, parce que qu'il puisse pas participer à ce match-là, il a dû hyper mal le vivre, je pense. Surtout le scénario et tout, enfin. Le scénario, oui, ça, je pense. Alors, je pense que c'est pas le pire. Je pense qu'à Samoa Gyan, je pense que il a jamais retrouvé véritablement le sommeil depuis. Je pense que ça a dû être compliqué. Non. Mais t'as raison de le préciser. C'est vrai que s'il y a ce match-là, que Kessien y participe et que ça passe derrière, ça donne une demi-finale et sur une demi-finale, qui sait, ça peut peut-être passer et finalement, le bilan aurait été un petit peu différent. Maintenant, et pourtant je défends Michael Essien, même je pense avec cette demi-finale, De Rossi en Coupe du Monde, oui, à partir du moment où il la remporte, il joue la finale en 2006, bon, tu vois, et il va marquer son péno en plus, tu vois, il est vraiment et il va marquer un péno extraordinaire. À son âge, à l'âge qu'il il est jeune encore, hein. Il va se pointer à la séance de pédo, il te met une praline en licarne en mode j'ai aucune pression, je viens tirer mon péno, je repars. Mais le monstre mental que tu le sais déjà. Tu vois comment il tire son péno en finale de Coupe du Monde, tu dis ce mec-là, il va pouvoir porter une équipe sur son dos, il n'y aura aucun problème. C'est ça. Et moi, je me souviens très bien. À l'époque, il y avait, je parlais avec des gars qui étaient plus âgés que moi, qui connaissaient la nationale depuis plus longtemps. Et quand j'avais vu arriver De Rossi, moi, je le connaissais pas réellement. Donc, qu'est-ce que c'est que cet ovni? Qu'est-ce qu'il arrive en sélection? Il a qu'une vingtaine, trentaine de matchs. Et les gars m'avaient dit, avec beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de bouteilles, t'inquiète pas que lui, il va aller très loin. Et
je sais pas, tu vois, je m'étais dit ouais, mais quand même, le petit gamin. En plus, il prend son carton rouge contre les États-Unis au premier tour. Il est nerveux. Je me dis ok, franchement, je suis pas trop rassuré. Et quand je le vois sur la finale titulaire, je me dis oh là là, franchement, c'est un gros pari. Et comme tu viens de le dire, que ce soit et le penalty, le match et la suite de la carrière, bah ouais, en fait, tu vois déjà, même à cet âge-là, que le gars, il est déjà largement au niveau. Et en termes de mentalité, ouais, non, mais il y a strictement rien à lui dire alors qu'il est tout jeune. Donc non, vraiment, De Rossi, c'est vraiment très très fort en sélection. Ok, bon, bah donc là on va être assez d'accord donc pour le point qui va être donné donc pour la Coupe du Monde. Maintenant, il reste la dernière stat qui nous reste à étudier, c'est le bilan en pro. 604 matchs, 67 buts et 27 passes décisives pour l'ami Michael Essien chez les pros. Toi, ça donne quoi pour De Rossi? Et moi, ça donne 740 matchs, 85 buts et 65 passes décisives. Ok. Alors, est-ce que là, bon, je vois une longévité plus importante pour un De Rossi. Sur les buts et sur les passes, bah oui, 85-67 et 65-27. Oui, il y a encore un truc qui ressort pour moi principalement, c'est l'histoire des passes décisives. Et vraiment, De Rossi sur l'ensemble de sa carrière, il est beaucoup plus passeur qu'un Essien, et sur les buts, ils sont sensiblement pareils. Oui, si, parce que toi, en fait, tu calcules un petit peu en ratio but par match, donc comme il y a un peu plus de matchs chez De Rossi. Après, moi, ce ratio-là, je le fais plutôt avec des attaquants. Sur le milieu de terrain, ça peut être un peu plus à relativiser. Mais on va dire que dans l'idée, de toute façon, là où ça se démarque beaucoup, c'est longévité de carrière et passe décisive. Donc, on l'a déjà dit, passe décisive, voilà, le jeu long. Mais même pas que jeu long. Moi, je me souviens que De Rossi avait la capacité de faire, ces passes claquées à ras de terre qui cassent des lignes, là, dans les intervalles entre les joueurs. Et des fois justement des passes pourtant au sol qui faisaient 30 mètres, qui vraiment des passes millimétrées. Ça, il est en capacité de le faire. Il avait un super pied, donc moi ça me choque pas tant qu'il ait autant de passes décisives. Il avait vraiment un pied. En fait, il y en a certes ceux qui le connaissent pas tant et qui parfois fonctionnent un petit peu avec avec la réputation qu'il pouvait avoir sur le fait qu'il était nerveux, notamment quand il était plus jeune, ses cartons rouges, disait que c'était un peu un destructeur, qu'il allait à la bagarre, qu'il allait tacler, qu'il était agressif, ce qui est vrai. Mais faut pas oublier que... On peut pas le résumer comme ça. Mais c'était un immense créateur, un immense régulateur de jeu. Donc quand son équipe avait le ballon, il se cachait pas. C'était pas... attends, on parle de De Rossi, on parle pas de Cristante, là. On est sur un autre standing, tu vois. Il savait vraiment tout faire. Donc, faut pas le résumer seulement à son agressivité. Bah, au pied, il était très, très fort. Hein. Non, sur ça, je suis d'accord. Et peut-être qu'aussi, dans le profil, outre cette facilité dans la passe, je pense qu'on le responsabilise plus. Il était plus responsabilisé dans le jeu, on va dire, dans la construction du jeu, qu'un Essien, où pour moi, Essien, on va dire, toute la partie dernière passe, bah, quand tu joues avec Frank Lampard, ou que tu joues avec Juninho pendant un temps, bon, bah, c'est pas toi qui vas t'occuper de cette dernière passe. En fait, c'est pas toi. Et le côté buteur, bah pareil, quand t'as des mecs devant qui sont capables de pouvoir aller les marquer, bon bah oui, il a été marqué des buts, mais c'est vrai que il a plus participé peut-être à l'équilibre de l'équipe, mais ça c'est des stats qu'on n'arrive pas à quantifier, mais il a été pour moi très important pour l'équilibre. Après tu me diras que De Rossi aussi a été important, mais voilà, en tout cas juste sur les statistiques en pro, oui, il y a un truc qui ressort, c'est que quasiment, on va dire, sur un ratio pareil, il y en a un qui fait beaucoup plus de passes, et à l'arrivée, bah, vu que sur les buts, c'est quasiment la même chose, j'ai encore envie de donner le point à De Rossi sur ça. Maintenant, à toi de voir si pour toi, ça, c'est... Ah oui, non, bien sûr. Ouais, bah oui. Oui, bien sûr, il y a plus de... Il y a plus de matchs, plus de buts, plus de passes décisives, et même si on peut prendre le ratio but par match pour essayer de lisser un peu plus, on arrive quand même
a quelque chose de très similaire à ce niveau-là. Donc, en fait, il est au-dessus. En fait, on peut pas tourner le truc dans tous les sens. Non, bah écoute, j'essaye. Hein. Tu sais, j'essaie de prendre des détours, tu vois. On sait jamais, peut-être qu'entre-temps, allez, il va se dire peut-être l'équilibre des siens ou ceci. Bon, non, ok. J'ai essayé. Bon, donc sur la partie stats, on vient de terminer les stats principales. Bon, on va être clair. Là, pour l'instant, il y a un petit avantage pour De Rossi qui vient de se mettre. On est à 4-1. 4 points à 1. Bon, va falloir rattraper un peu les choses, mon ami Michael, parce que là, ça sent pas très très bon directement. Bon, alors, je vais te proposer d'aller sur les stats un peu plus secondaires, les stats de discipline. Stats de discipline pour moi, j'ai 109 cartons jaunes et 8 cartons rouges pour l'ami Michael Essien. Toi, de ton côté, pour l'ami De Rossi, ça donne quoi? 65 cartons jaunes et 15 cartons rouges. Ah ouais. Bon, là, ouais. pour le coup, il y en avait un, tu l'avais précisé un petit peu tout à l'heure, mais il y en a un qui est un peu plus nerveux quand même. Ouais, il y en a un qui est un peu plus nerveux. Alors après, plus il a vieilli, plus il s'est un peu calmé, mais au départ, il était un peu tout feu tout flamme, le De Rossi, on s'en souvient, hein, des fois, il pétait un peu des câbles, il a toujours eu un tempérament hyper sanguin. Mais encore une fois, moi, je trouve que c'est incroyable aussi la maturité qu'il a pris à partir du moment où il a senti qu'il était vice-capitaine, puis capitaine de la Roma, il avait une responsabilité et tout, et donc, tu vois. Enfin, moi, j'ai la sensation, j'ai pas été regarder les stats en détail, mais j'ai plus la sensation qu'il prend beaucoup de cartons rouges au début de la carrière et là où il est vraiment très nerveux, et que plus ça va, l'expérience aidant, bon, il en prend un peu moins et il se calme un petit peu plus. Après, il peut péter son câble, hein, mais il en prend moins, hein, pour moi, plus la carrière avance. Tout à fait. Donc là, c'est un demi-point. C'est un demi-point pour celui qui a été le plus correct. Je pense que là, c'est plutôt pour Michael Essien. Il y en a un quand même qui prend plus de cartons rouges quand même. Oui, non, mais bien sûr, oui, je peux donner ce point, il n'y a pas de souci. Ok, bon, j'essaye, hein, parce que là, pour l'instant, il est en train de faire la gueule, hein, Michael. Ouais. Donc, on essaye un petit peu de le relever. Alors là, on va aller sur la longévité. Longévité, moi, j'ai premier match officiel pour l'ami Essien, 30 septembre 2000, et il termine le 1er mars 2020. Donc, moi, j'ai 20 ans de carrière pour l'ami Essien. Pour De Rossi, ça donne quoi en termes de longévité? On est d'octobre 2001 à février 2023. Donc, on est à 22, 22. Ok. Bon, ça, c'est un peu moins de 20 ans de carrière, 22, ouais. Donc là, c'est simple, c'est pour l'ami De Rossi, puisqu'il y a plus de longévité. Donc, un demi-point pour l'ami De Rossi. On enchaîne avec les pénaux inscrits. Bon, alors, moi, c'est simple. Il en a mis 0 et il en a raté 1. Donc là, autant te dire que ça va être assez rapide, je pense. Oui. Ah bah oui, il en a 0 inscrit, il en a raté 1. Donc là, en termes de ratio, on est vraiment sur un truc dégueulasse. Donne-nous les stats pour voir, même si je m'en doute un tout petit peu. Ça donne quoi pour De Rossi, les pénaux? De Rossi, il en a quand même mis 13 et il en a raté que 2. Donc le ratio est pas mal. Hein. Pareil, ça pourrait être un ratio d'attaquant. Hein. Ah oui, ça par contre, oui. Là, par contre, là, tu me dis 13 pénaux inscrits, 2 seulement ratés. Ouais, franchement, c'est un ratio limite d'attaquant. Donc là, encore une fois, demi-point pour l'ami De Rossi. On enchaîne avec la plus large victoire. Alors, plus large victoire. Attends que je reprenne de mon côté. Alors, voilà. La plus large victoire pour Michael Essien, moi j'ai un 6-0 Chelsea-Manchester City en 2007. Pour De Rossi, ça donne... Moi, j'ai un 7-0 Roma-Catane en 2006. Putain, même sur ça, je pensais que dans l'équipe dominante, il allait au moins avoir la victoire la plus large, Essien. Eh ben non, même pas. C'est encore De Rossi qui le chope. C'est quoi, au pire, franchement,
là-dessus, on peut mettre un match nul parce que Catane face à City, bon, alors c'est peut-être pas le City le plus fort de l'histoire, mais tu vois, peut-être est-ce qu'on peut pas se dire aussi que l'équipe en face c'est important, je sais pas. On peut faire un match nul si tu veux. Allez, qu'il est gentleman. Oh, qu'il est gentleman. Waouh. Ouais, c'est bien. Non, c'est vrai. Après, si on est très factuel, tu sais quoi, si on est très factuel, le City de 2007, je crois pas que ça soit une très très grosse équipe. Non, c'est pas le meilleur City, mais ça sera toujours plus fort que le Catane du milieu des années 2000 qui faisait l'ascenseur et tout. Bon, tu vois. Bon, allez, vas-y, égalité. Allez, va pour égalité. Je la prends, l'égalité, ça laisse encore un petit peu de suspense, parce que là, Essien, vraiment, il est en train de faire la gueule. Et on va terminer avec les stats secondaires, avec la plus large défaite. Alors, plus large défaite pour Essien, c'est un 7-0, un Lens Bastia, qui date de 2001. Ah, il s'est mangé une sévère branlée. Toi, de ton côté, du côté de Rossi, on la connaît, celle-là, c'est la fameuse défaite contre Manchester United avec la Roma, le fameux 7-1 en 2007, les supporters romains s'en souviennent, elle était dure celle-là. Alors, est-ce que c'est les supporters romains qui s'en souviennent le plus, ou est-ce que c'est les supporters laziali qui s'en souviennent le plus? Les deux, oui, c'est vrai, on peut les deux. Oui, clairement, ouais. Je pense, en fait, si je dis ça, je pense que ce match-là, c'est un peu un souvenir très très douloureux pour les supporters de la Roma. Donc je pense qu'en fait ce match, ils savent qu'il a eu lieu, mais ils ont préféré ne plus jamais en parler. C'est un peu comme pour Voldemort. On n'en parle pas. Ouais. On n'en parle pas. Bon, ok. Donc la plus large défaite, c'est encore pour ton poulain. Hein. Même avec un 7-1, il arrive à prendre un demi-point, alors que moi le mien il prend un 7-0. Donc vraiment sur les stats. Ça c'est assez cool. Sur les stats, là, on va arriver juste sur le palmarès qui va terminer cette partie factuelle. Mais sur les stats, force est de constater, là, j'ai pas tout le bill, j'ai noté à peu près, mais on est à 1,5 point pour Essien. 1, 2, 3, 4, 5. On est à 6. On est à 6 à 1,5. Va falloir que je sois bon sur la partie sensibilité pour arriver à sauver le truc. Bon, alors. Il y a peut-être quelque chose qui va peut-être m'aider. C'est le palmarès. Le palmarès collectif. Alors, palmarès collectif, moi, de mon côté. Alors, je te prends ça tout de suite. Palmarès de mon côté. Voilà. Ça donne une Ligue des Champions, 2 Premières Ligues, 4 FA Cup, pas mal, une Coupe de la Ligue, un Community Shield, 2 Ligue 1, et 2 trophées des champions 2003-2004. Et c'est tout. Donc ça fait 2, 3, 7, 9, 11, 13. 13 titres pour l'ami Essien. Pour De Rossi, ça donne quoi le palmarès? On a une Coupe du Monde, on a 2 Coppa Italia, une Super Coupe et un championnat argentin. Ah. Bon, alors, dedans, chacun a un trophée majeur. Il y a une Ligue des Champions contre une Coupe du Monde. Bon, la Coupe du Monde. Ça s'annule, on va dire, ouais. C'est ça s'annule, même si on pourra comprendre que certains. Même si la Coupe du Monde, la Coupe du Monde, c'est ça. Un peu au-dessus, voilà, mais bon, vas-y, on va dire que de toute façon, après, derrière, Essien a tellement de trophées. C'est ça, en fait. Et après, même si je suis assez d'accord, faut aussi le nuancer, tu l'avais précisé au départ, faut regarder aussi les équipes. Donc après, ça c'est le truc de chaque carrière, mais n'empêche que quand tu es à la Rome, c'est compliqué d'avoir le palmarès garni fortement, parce que tu as déjà les 3 clubs du Nord, plus maintenant je te fais une passe décisive, t'as le Napoli en plus, depuis quelques années qui s'est rajouté. Donc vraiment, quand t'es la Rome, en plus il est arrivé après le Scudetto de 2000. Donc ouais, le pauvre, il a que 2 coupes d'Italie et une super Coppa quoi, avec la Roma. C'est un peu dur quand même. En fait, là où c'est difficile, on va, il y aura pas énormément de suspense. Je pense que le point il ira, mais c'est compliqué. Moi, je pense que
En fait, De Rossi est vraiment, c'est pas du tout une victoire écrasante parce que déjà il y a une Coupe du Monde, donc c'est monstrueux, ça devrait valoir 4 points. Et en plus de ça, de faire un back-to-back de Coupe d'Italie 2007-2008, ce qui est très rare dans l'histoire du football italien, de gagner des trophées avec la Roma, de faire demi-finale de Ligue des Champions avec la Roma, c'est franchement, c'est très très costaud. Hein. En plus de ça, alors là où Essien en plus gagne des points un petit peu gratuits entre guillemets dans le palmarès, c'est que De Rossi lui, il a dédié sa carrière à la Roma. Alors avec le petit passage après en Argentine, mais alors que Essien lui, tu vois, il a pu étoffer un peu son palmarès avec la Ligue 1, avec la Première Ligue. Enfin, tu vois, il y a ça aussi qui compte. Mais après, hein, tu me diras, De Rossi, il est allé chercher son championnat argentin quand même. Il s'est fait joli sur le CV. Il n'a pas joué énormément de matchs, mais ça compte. Il a marqué son petit but, je crois d'ailleurs. Ouais. Donc non, c'était. Il marque son petit but. Après, t'as raison. C'est-à-dire que oui, factuellement sur le nombre de trophées, bah oui, Essien est devant, mais tu l'as dit aussi. Quand tu joues dans le Lyon des années 2000, le Chelsea de la fin des années 2000. Ouais, bah c'est évident que en termes de palmarès, bah ouais, tu vas un peu plus cumuler et que oui, alors la Ligue des Champions, la Ligue des Champions a un poids particulier, mais il fait en plus deux finales il fait 2 finales de Ligue des Champions. Il y a 2012 et il y a 2009, il y a 2008 aussi contre Manchester United. Donc bon, voilà, tu vois, dans l'ensemble, oui, c'est plutôt logique que ça aille pour Essien, mais voilà, c'est pas, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas une victoire écrasante parce que déjà il y a Coupe du Monde et que l'autre, bah oui, si on nuance, bah il y en a un qui est à la Roma. Donc oui, forcément, c'est pas, on va dire ça nuance. Bon, écoute, je prends le point pour mon copain. On va terminer la partie stat définitivement avec le palmarès individuel. Alors palmarès individuel, hop, je reprends ça. Voilà, palmarès individuel. Alors ça va aller vite. Moi, il a juste un titre de meilleur joueur de Ligue 1 en 2005. Alors ça paraît anecdotique, mais mine de un milieu dev comme on vient de dire. Qui est meilleur joueur de Ligue 1, c'est pas rien. Et dans aussi palmarès individuel, il est 2 fois au Ballon d'Or. Alors loin. Il est en 2005, il est 22e et en 2007, il est 24e, donc c'est pas un acteur majeur, mais n'empêche que dans ces 2 années-là, bah il est classé. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais c'est quand même un petit quelque chose, c'est quand même un petit truc pour Essien niveau stats. Et pour De Rossi en palmarès indiv, ça donne quoi? Il a jamais été classé au Ballon d'Or et en palmarès individuel. Il y a pas de meilleur joueur de la saison ou quoi, mais je suis allé gratter un peu quand même parce que ça me paraissait étonnant aussi qu'il y ait vraiment rien. Alors c'est plus secondaire, mais c'est quand même important. Il est notamment nommé meilleur jeune joueur de Serie A en 2006 pour la saison qu'il fait, la saison qui l'emmène en Coupe du Monde. Donc voilà, et il a fait aussi meilleur joueur italien de Serie A en 2009 et il est dans l'équipe type de l'Euro 2012. Donc il y a quand même 2-3 trucs, tu vois. Bon. Non, parce que alors quand on parle de palmarès individuel, voilà, t'as raison de le préciser. Normalement, on s'arrête, oui, bah évidemment sur meilleur buteur, meilleur passeur, meilleur. Maintenant, c'est évident pour des joueurs à ce poste-là. Ah oui, tu vas réduire fortement les chances de les retrouver meilleur buteur ou meilleur passeur, et qu'après, bah oui, on va peut-être être obligé d'aller gratter, comme tu as dit, certains trucs plus honorifiques et pas réellement officiels. Maintenant, oui, tu as raison de le préciser. Euro 2012, il est majeur avec la sélection, donc ça m'étonne pas qu'il soit dans l'équipe type de la compétition. En 2006, c'est pareil, il est bon en Serie A et ça m'étonne pas que ce soit le meilleur jeune ou le meilleur italien ou ce que tu veux, mais à cette époque-là, il est déjà important. Donc oui, maintenant on l'a dit aussi, c'est-à-dire que pour ces joueurs-là, être mis en lumière par des titres honorifiques, c'est sacrément compliqué, hein. C'est toujours la prime aux joueurs offensifs et ces deux-là sont pas des offensifs, donc même pour Essien être meilleur joueur de Ligue 1 en 2005, ouais, c'est pas mal quand même. C'est beau, ouais. C'est quand même une jolie perf, même si c'est peut-être pas le premier auquel on pense dans les années 2000 à Lyon, mais
ouais, mais parce qu'on pense, moi je pense spontanément plus à Juninho, mais pour moi Essien il est tout proche quoi. Ouais, non, mais non, non, ça, là, je te rejoins. Le fait que je l'avais carrément oublié, moi, qu'il avait été élu meilleur joueur de Ligue 1. Mais en fait, ça me choque à moitié, dans le sens où il était tellement dominant. Déjà, en première ligue, il crevait l'écran à ce poste-là. Alors, imagine en Ligue 1, en fait, il marchait sur tous les milieux de Ligue 1. Il avait, alors, on verra plus dans les sensibilités, je pense, t'en parleras. Mais, l'impact physique, défensif, l'impact en tout cas, de présence athlétique au milieu, c'était n'importe quoi en fait. T'avais l'impression que t'avais franchement, t'avais l'impression que t'avais une espèce une moto, une Harley qui est au milieu de terrain, qui roulait sur tout le monde, quoi. Tu vois, non, vraiment la folie. Donc ça, oui, ça m'étonne pas que malgré ça, malgré le fait que c'était un milieu central, on se soit accordé en Ligue 1 pour dire que c'était le meilleur joueur de la saison. Parce que je pense aussi, et c'est bien, ça nous fait une passe D parce que là on a terminé la partie stade, donc on arrive à la sensibilité. Ça, je pense aussi que il peut avoir ce titre-là parce qu'il est particulièrement bien entouré au milieu de terrain. C'est-à-dire que quand t'as un Mamadou Diarra et que on l'a dit, t'as un Juninho ou un Thiago. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Là, t'as vraiment de quoi pouvoir t'exprimer au mieux et d'avoir une équipe, on va dire, qui met en lumière tes capacités. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il chope le titre de meilleur joueur. C'est que, ok, il fait des diffs, il est extraordinaire, ce que tu veux, mais il est aussi super bien entouré et que, oui, peut-être que cette année-là, on s'est dit, bon, on va peut-être pas récompenser Juninho. On va peut-être pas mettre un Paoletta qui prenait souvent ce type de récompense. Et là, on va mettre un Essien parce que tu l'as dit, ce côté un peu physique, un peu Harley même, tu vois, qui bouge de partout, qui te récupère la balle, qui cavale, qui peut remonter le ballon. Ouais, c'est vrai que c'était quand même particulier. Donc bon, on va s'arrêter là pour la partie statistique. Pour la partie maintenant donc sensibilité, ce que je te propose, c'est de commencer pour être un peu plus logique, avec le fait majeur. Donc, il y a 2 points à prendre pour ça. Si là, moi, je te pose la question pour De Rossi, si je te demande son fait majeur principal qui te vient directement à l'esprit, c'est quoi pour De Rossi, pour toi? Ah ouais, alors on en a déjà parlé un petit peu avant. Moi, perso, c'est son tir au but en finale de Coupe du Monde, parce que en fait, même s'il y en a qui vont me dire ouais, ce n'est qu'un tir au but, c'était très réducteur, etc. Pour moi, c'est révélateur. En fait, et ça illustre très bien ce que le joueur qu'il est et qui va être toute sa carrière. Un joueur qui prend ses responsabilités, qui assume, qui a un mental de fou, qui a une aura un peu guerrière comme ça, qui a jamais peur. Et du coup, ça illustre hyper bien le joueur en fait. Tu vois. Et donc pour moi, son fait majeur, c'est un peu ça. Il y en a d'autres, hein, évidemment. On pourrait parler de. Tu dirais pas tu dirais pas par exemple la centaine de sélections, le rôle qu'il a pu avoir à la Roma, la fidélité qu'il a eu à la Roma. Je te pose des questions. Hein. Là, c'est vraiment toi le fait majeur qui te vient de De Rossi, c'est vraiment la finale de Coupe du Monde avec le péno. C'est ça qui te vient en tête direct. En fait, comme dans nos comment dire. Pour la partie sensibilité, pour les différentes parties, tu sais, on a durée du prime, régularité, importance dans l'équipe. En fait, ça, je vais déjà en parler. En fait, je vais déjà en parler de ça. J'ai été en équipe d'Italie à la Roma. Donc, en fait, là, fait majeur, j'essaie de sortir un truc, tu sais, un match particulier. Voilà, quelque chose qui s'est passé dans un match en particulier, quelque chose une image, tu vois, une image dont on se souvient. Et effectivement, alors après. Il y a certains buts contre la Lazio aussi qui sont très marquants pour les supporters de la Roma, hein, qui les ont marqués, les buts décisifs contre la Lazio. Mais là, moi, j'ai envie de ressortir ça parce que, comme je t'ai dit, en fait, pour moi, c'est révélateur du joueur qu'il est. Et la manière dont il le tire, le moment où il le tire, et tu vois, ça englobe plein de choses de sa carrière, je trouve. Non, mais après, c'est assez juste et ça s'entend totalement que le fait majeur pour un gars, comme on vient de dire, qui a quasiment 800 matchs, qui a une carrière longue comme le bras, oui, une finale de Coupe du Monde, ça marque, hein, ça marque une carrière, hein, donc c'est pas déconnant que tu me sortes ça.
Moi, tu vois, à l'inverse, alors c'est peut-être aussi la trajectoire de la carrière, même s'il a une carrière heureuse. Mais tu vois, moi, spontanément, tu me demandes le fait majeur. T'en as un tout petit peu parlé tout à l'heure pour Récien. Pour moi, c'est son but face au Barça. Alors, évidemment, Il est temps. c'est-à-dire que le but est complètement dingue et après, on est obligé de te rajouter la dramaturgie du match qui est fait que Chelsea ne se qualifie pas au terme d'un match rocambolesque avec un arbitrage complètement dingo. Mais n'empêche que ce La match, fameuse disgrace. La fameuse disgrace. c'est ça, c'est exactement, c'est le fameux fucking disgrace. Et alors oui, bien sûr, il y a d'autres, il y a d'autres moments marquants, peut-être d'autres buts. Mais là, moi, spontanément, je suis pas supporter lyonnais. Le premier truc qui me vient, ouais, c'est cette espèce de frappe sortie de nulle part, qui est belle en plus, hein, vraiment. Le but est beau contre le Barça. Et derrière, en fait, tu sais, t'as l'impression que, bah ouais, pas de plénitude, mais quasi, quoi. On est un gars qui est au max. Et cette soirée-là, elle tourne mal. Et lui aussi par la suite, parce que derrière, bah, quelques mois après, bah, il se blesse. T'en as parlé tout à l'heure. Il va louper la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Et sa carrière, on va se dire les choses, elle va aller vers son crépuscule à partir de ce moment-là. Donc pour moi, c'est ce match-là qui est le plus majeur. Alors maintenant, je comprends bien, hein, entre toi qui va me décrire une soirée victorieuse avec un penalty réussi et moi une demi-finale de Ligue des Champions qui casse la tête et qui fait encore mal à la tête 20 ans après. Bon bah là, ça va être toi qui va l'emporter parce que ton fait majeur, il est plus important. Ouais, je pense aussi. En fait, j'aurais dit pareil que toi en plus. C'est tout, quand on te demande, sors-moi une action décisive ou un but des siens, un machin, en fait, tout le monde te parle de celui-là, en fait. Moi, je vois pas. Vraiment, je te jure. Après, on pourrait, tu l'as dit, décortiquer la carrière, aller regarder peut-être son meilleur but. Non, là, on vient de le dire, c'est juste spontanément le fait majeur, et t'as très bien décrit. Tu vois quelqu'un dans la rue, tu lui parles des siens, tu vas forcément lui raconter une action d'un de ses matchs, puisque c'est un joueur de foot. Bah, pour moi, c'est la première qui vient. Et la première qui vient, bah oui, c'est une demi-finale cauchemar. L'autre de l'autre côté, c'est un moment de rêve. Enfin, c'est un moment génial. Et en plus, il prend ses responsabilités parce que c'est pas juste la victoire. Tu l'as dit, il va marquer son péno et de quelle manière. Donc, oui, le fait majeur, ça va être pour toi. Ça va être pour toi, mon copain. Ouais. Je remarque que pas de fanfare, ça fanfaronne pas, ça prend les points, ça dit rien, ça encaisse, voilà. mais c'est beau, c'est beau. Bon, alors maintenant, je vais te demander la durée du prime. Alors, petite précision, le prime qui dure 10 ans, non, on va s'arrêter avec un prime assez raisonnable. Donc, je veux bien qu'il puisse aller sur plus qu'un an. Mais voilà, les primes XXL à rallonge, non, parce que là, sinon, on n'a pas terminé. Donc, vraiment, pour toi, si je te pose cette question-là, De Rossi, la période vraiment, vraiment à son max, tu dirais de quand à quand? Tu l'estimes de quand à quand? Le problème, c'est que pour cette réflexion, c'est le pire joueur pour en faire cette réflexion parce que c'est justement lui, quand tu regardes ses perfs, ça a peu bougé sur pas mal de temps, quoi. C'est compliqué. Après, on veut vraiment dire là où je l'ai trouvé, il était extraordinairement dominant au milieu de terrain. On va dire, ouais, la sortie de la Coupe du Monde, parce que du coup, bah, c'était le meilleur jeune avant de la Serie A, mais du coup, il s'affirme comme maintenant un taulier après, donc à partir de la saison 2006-2007. Donc, on va dire déjà, ça commence à partir de là. Puis tu termines, allez, si tu veux, on va dire, ouais, 2010 par là, où peut-être après, il commence à vieillir un petit peu, et encore, tu vois, c'est vraiment que je te sorte un prime un peu plus court. Mais dans mon idée, même si on va pas parler de prime, mais dans mon idée, il est excellent encore quasiment jusqu'en 2015-2016. Et après, il commence vraiment à ralentir. C'est en termes de, on a vraiment besoin d'un impact physique important au milieu de terrain, à son poste. C'est plus difficile après. Il faut que tu compenses et avec ta lecture de jeu, de reculer encore plus sur le terrain.
Mais quand tu regardes ce qu'il était capable de donner physiquement, il a quasiment pas trop baissé de pied jusqu'en 2014, 2015, il est encore trop fort, quoi, tu vois. Donc, allez, on va dire le pic du prime, ça peut être ça, ça peut être de 2007 à 2011, tu vois, un truc comme ça, à la limite, mais bon, Alors, c'est là compliqué où pour ce genre de joueur. ouais, c'est le genre de joueur. C'est le genre où c'est compliqué, en fait. C'est comme c'est pas un attaquant, tu veux pas dire, ah ouais, cette année-là, il mettait 35 buts et tout, ou j'en sais rien, ou oui, c'était un ailier, il était hyper virevoltant, il driblait tout. Là, en fait, c'est juste son importance, son influence dans l'équipe, enfin, vis-à-vis de l'équipe, au milieu de terrain, sa capacité à récupérer des ballons et tout. Ça, c'est un truc qu'il a pas perdu. Enfin, il a quasiment été hyper régulier, tu vois. Donc là, je commence à déborder aussi sur l'autre catégorie, mais pour moi, c'est lié, tu vois. Non, justement, en fait, on commence par la fameuse durée du prime et on arrive direct après à la régularité. Donc, t'as bien senti le truc. Moi, en fait, c'est pas mon poulain, mais pour moi, De Rossi, si je devais déterminer un prime, pour moi, il est plus, entre guillemets, dans la deuxième partie de sa carrière que dans la première. Parce que pour moi, toute cette expérience qu'il emmagasine par la suite, moi, je suis pas loin de te dire que, ouais, pour moi, entre 2012 et 2016, pour moi, c'est pas, il situe par là, moi, le prime. Moi, je le situerais pas vraiment au début de sa carrière parce que certes, oui, il a peut-être plus de résistance physique, mais il est encore trop foufou et il y a encore trop d'agressivité, on va dire un peu bête qui est perdue. Pour moi, ouais, Euro 2016 par exemple, moi je le trouve je le trouve au max, moi. Je le trouve intelligent dans son placement, sûr dans ses interventions, le jeu long, on l'a dit tout à l'heure. Il en plus en impose véritablement comme véritable homme fort du vestiaire avec un Buffon ou avec Chiellini. Ah, franchement, moi je le mets, je le mettrais plus loin. Et là où je te rejoins, par contre, aussi, je te rejoins, c'est que oui, De Rossi, c'est un des joueurs les plus horribles à jouer pour le prime, parce qu'en fait, et ouais, il a quasiment pas de baisse de niveau pendant la carrière. Donc, oui, on pourrait réellement dire, oui, peut-être que le prime, il peut durer peut-être 7, 8 ans. Mais on l'a dit juste au tout début, on essaie de réduire au maximum sur la vraie grosse période. Donc toi, tu restes sur la première. Tu tirais pas sur ce que je te dis, moi, 2012-2016. Mais ce que tu dis est hyper juste et en fait c'est trop. Et là aussi où c'est pourquoi c'est très très dur vis-à-vis de ce type de joueur, c'est qu'en fait t'as raison parce qu'en fait ça devient un autre type de joueur en fait. C'est presque aussi une deuxième carrière dans le sens où sur la première partie de carrière il avait cet impact où en fait typiquement en fait tu vois l'année que moi je te dis donc 2007, 2010, 2011 là. C'est là où tu peux avoir une comparaison des plus transversales avec Kessien, parce que De Rossi, il est limite box-to-box, en fait, dans cette période de sa carrière, tu vois. Et plus on va avancer, plus il va vraiment devenir ce 6 sentinelle, mais aussi surtout, en fait, régulateur du jeu, organisateur du jeu, la pointe basse organisatrice. Donc, en fait, ces deux périodes qui vont s'entremêler aussi un peu au milieu dans sa carrière, qui sont que c'est difficile en fait de parler de prime, parce que tu parles de prime pour quelle forme de joueur que c'était, à quel moment de sa carrière, c'est pas évident. Donc en fait, ce que tu dis est juste, et très juste aussi. En fait, ça dépend de ta sensibilité foot, même si en fait dans l'idée, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Je pense que le De Rossi qui m'a le plus bluffé, c'était aussi celui qui était en capacité plus d'être le régulateur de toute son équipe. Et donc, du coup, c'est plutôt dans la deuxième partie de sa carrière que dans la première. Après, en fait, c'est compliqué. C'est hyper dur. C'est vraiment pas un exercice simple de parler de durée de prime pour De Rossi, je trouve. C'est ça. Je pense que c'est compliqué dans ce type de joueur. Alors, tu vois, il y a pas très longtemps, on avait fait aussi un Seedorf dans le même état d'esprit. Compliqué d'arriver à déterminer, tu vois, un véritable prime pour des mecs qui ont une longévité comme ça. Alors oui, après, on va dire faut bien trancher, donc faut bien choisir une période. Mais comme tu le dis, c'est-à-dire que ça pourrait être, on va dire post 2006, que ça pourrait se coller à partir de 2007-2008. La période 2012-2016 aussi, elle peut coller. Et t'as raison. En fait, le truc qui marque, c'est qu'en fait, ça lui donne quasiment une autre carrière, en fait, ce positionnement et cette manière de jouer au plus le temps passe. Donc oui, le prime, pour moi, il est particulièrement long, là où,
faut parler 2 minutes un tout petit peu du prime des siens. Le prime des siens est totalement différent parce que pour moi, il est beaucoup plus lié à son état physique que pour un tel aussi. Et qu'à partir du moment où il se fait le genou, bon bah après enfin ce sera pas le premier, hein, mais à partir de ce moment-là, tu perds la trace du véritable meilleur Michael Essien. Et d'ailleurs, ça se voit. Il commence à perdre sa place à Chelsea. Il va au Real, mais il est pas réellement titulaire là-bas. Et après, on n'en a pas parlé. Il va même au Milan. C'est même pas très très joli quand il passe au Milan. Il commence à être vraiment cuit, rincé, bouilli. Et pour moi, bah sur le prime, moi je le mettrais. Bah on l'a dit tout à l'heure. Il est en 2005, il est meilleur joueur de Ligue 1. Il part à Chelsea dans la foulée. Pour moi, il se situe à ce niveau-là, mais il est plus court. Il est plus court. Le prime des siens est plus court que celui de De Rossi. Mais comme on l'a dit, De Rossi, c'est un cas à part. Donc, oui, bah là, encore une fois, la durée du. Ouais, non, mais en fait, tu vois, je pense que, et en fait, on a commencé déjà à parler de régularité, en fait, en parlant de durée du prime, parce que sur ces joueurs-là, je pense que c'est très difficile de dissocier les deux. Donc, moi, je vais compléter en parlant de régularité pour qu'on termine finalement ces deux catégories-là peut-être ensemble. Mais, en fait, c'est difficile, surtout qu'en fait, Essien, lui, à partir du moment où, bah, sa qualité majeure, c'était son impact physique. Donc, en fait, à partir du moment où il est blessé, où, en fait, du coup, il a moins cette marge où il peut marcher sur tout le monde, physiquement, lui, il a pas d'autres moyens. Enfin, il a beaucoup moins d'armes pour pouvoir réorganiser sa carrière autour d'autres choses. Alors qu'en fait, De Rossi, à partir du moment où il baisse un peu de pied physiquement, ce qui est logique avec l'âge, etc., lui, en fait, il a la qualité technique et la vision du jeu pour pouvoir reculer un peu plus et pour pouvoir s'organiser physiquement différemment. Et il était aussi en capacité de pouvoir continuer d'aller tacler, d'aller récupérer des ballons, etc. Mais il a eu une manière peut-être plus intelligente de gérer l'évolution de sa carrière, tu vois. Oui, ce qui fait qu'en fait, en termes de régularité, ça a été très, très linéaire, en fait. Ah bah là où on vient de le dire, là où un Essien a peut-être, alors je sais pas si c'était un choix, mais a plus misé sur le physique. Et comme on le dit, c'est-à-dire à partir du moment où tu as les blessures, bah le physique, tu peux moins te reposer dessus. Et si tu peux moins te reposer dessus, bah ton niveau de performance va forcément en pâtir. Donc oui, peut-être que c'est là où on va dire la vraie qualité de De Rossi dans ce débat, c'est d'avoir peut-être anticipé ce changement, on va dire physique, dans son jeu et dans sa manière de jouer et d'envisager son poste, et qui fait que bah oui, il a pu avoir une régularité plus importante qu'un Essien qui malheureusement a été dépendant du physique. Donc c'est pareil pour la régularité. Ce serait difficile d'arriver à te dire ça, sachant qu'on a fait les stats tout à l'heure. Il y a plus de 100 matchs, quasiment 200 matchs d'écart entre les deux, que ça soit en sélection, en club. Oui, le problème, c'est que le prime d'Essien a été très fort. Peut-être que ça, on n'en a pas parlé, peut-être qu'il est plus fort que le prime sec d'un De Rossi. Mais à l'arrivée sur cette durée du prime, non, pour moi, je suis obligé encore une fois d'aller dans ton sens. Pour moi, c'est pour un De Rossi, c'est plus constant sur la régularité De Rossi. Oui, je suis d'accord. Avant qu'on passe à la suite, en fait, peut-être qu'il faudrait que tu rajoutes à son prime, tu choisis qui, à côté de durée du prime, c'est, je sais pas moi, qualité du prime ou hauteur du prime, tu vois. Et là, peut-être qu'à la limite, je t'aurais dit, peut-être que Essien, justement, le moment fin de période à Lyon, période à Chelsea, en fait, là, certainement, c'est peut-être le ou parmi le top 3 des meilleurs box-to-box du monde, en fait. Genre, il a pas de concu, il est trop fort, quoi. Tu vois? T'as raison, on devrait peut-être le préciser, mais là, ça veut dire encore plus de sensibilité. Ça veut dire mettre une note de prime sur une durée de prime qu'on évalue déjà nous. Bon, tu me diras, ça rajoutera une part de sensibilité, mais t'as raison, ça permettrait peut-être d'affiner un peu cette catégorie de durée du prime avec aussi l'intensité. Mais bon, là, c'était pas au réglement, donc non. T'as pas besoin. Bon, là, c'est en train de devenir une boucherie, hein, cette histoire de Supreme. Tu choisis qui? Il est en train de prendre très, 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 très cher. Bon, on va essayer de le rattraper. Il y a une petite catégorie, je pense qu'il peut peut-être. C'est l'importance dans l'équipe.
C'est l'importance dans l'équipe. Ah bon? Bah, ouais. Alors, allez, Vas-y, c'est ton truc, hein. Laisse-moi ma chance. Allez, laisse-moi ma chance pour essayer de défendre l'idée que importance dans l'équipe, il est plus important. Je sens bien que tu vas me dire, oui, le côté capitaine d'un De Rossi, oui, et si on l'a pas. D'accord. Maintenant, moi, je vais te poser une question. Si tu es entraîneur, alors après, c'est une question aussi de sensibilité, mais si tu es entraîneur, tu as les deux dans l'effectif. Le premier que tu vas mettre dans l'effectif parce que tu veux absolument gagner. Tu vas me dire encore que ça va être De Rossi, tu vas pas me prendre un Essien. On parle encore une fois des versions à leur prime. Hein. On parle des versions à leur prime. Quand t'as les deux joueurs à leur max, tu prends pas un Essien qui va te cavaler, qui va te récupérer les ballons, qui va te faire le box-to-box, tout ça. À la différence d'un De Rossi qui va t'apporter peut-être sur le jeu long, comme on l'a dit, sur la mentalité, mais sur l'ensemble, pour moi, je pense que Essien va être indispensable. La version Prime, hein, encore une fois. La version Prime, pour moi, elle est Eh indispensable. ben, je vais te faire une première réponse de politicien. Moi, en fait, je mets les deux ensemble sur le terrain. Je remets un en 6 et un en 8. Les deux aussi en 6 et les en 8. C'est dégueulasse de faire ça. C'est bien trop facile. Voilà. Bon, voilà. Bref, maintenant, je vais te faire une réponse un peu plus complexe. Tout dépend de ce dont j'ai besoin. Si j'ai besoin d'un organisateur de joueurs pointe reculée, je vais mettre des Rossi. Si j'ai besoin d'un impact player au milieu qui va pouvoir justement être très très bon dans le box-to-box et m'amener le ballon quand il l'a récupéré haut sur le terrain, je prendrai Essien. Tout dépend de ce dont j'ai envie de jouer, de la place qu'il y a besoin sur le terrain. Et ça, par contre, c'est pas forcément l'ordre de bois. C'est vraiment, est-ce que voilà, qu'est-ce que j'ai, ce dont j'ai besoin, comment je joue, parce que en fait, la place d'un De Rossi, l'importance dans une équipe, outre son côté capitaine, outre son côté leader, tu vois, son côté meneur d'homme qu'il a eu. Et même à l'époque où il y avait Totti qui était capitaine et c'était pas lui, il avait ce rôle de vice-capitaine et même sur le terrain, tu le voyais, il avait une place hyper importante. Donc, au-delà de même de ça, son côté tactiquement, en fait, pour un entraîneur, un De Rossi, c'est un régal. Parce qu'en fait, tu te dis, moi, et ça, je commence à bien aussi le comprendre avec mon expérience d'entraîneur perso, c'est que en fait, quand tu as ce type de joueur sur le terrain, tu sais que les consignes, ce que tu as bossé à l'entraînement, le projet de jeu que tu as essayé de mettre en place, en fait, c'est lui le premier relais. C'est lui qui te matérialise ça sur le terrain, en fait. Les stratégies au milieu de terrain, si tu fais du jeu de position ou si tu fais des triangulations, tout ce que tu vas mettre en place, en fait, la plupart du temps, ok, tu as la première passe, voilà. C'est ça, tu as la première passe du défenseur qui va évidemment être importante, mais derrière, après, c'est lui qui enclenche ça. C'est lui qui enclenche ton projet de jeu qui va faire en sorte qu'il soit pérenne ou pas. Donc en fait, tu vois ce que je veux dire, moi je peux pas te dire non oui effectivement c'est Sien que je mettrais parce que en fait potentiellement ça peut être des Rossi. Ouais, j'ai essayé, tu vois. J'ai essayé, je me suis dit bon, peut-être que là en le coinçant peut-être avec le côté de ce que tu aurais besoin sur le terrain. Après là pour le coup, vraiment sur plein de catégories, bon bah j'étais obligé de m'incliner assez logiquement. Là vraiment, je te jure que celle-là, je vais pas la lâcher parce que pour moi vraiment l'idée de importance dans l'équipe. Ouais, bon après tu me diras en même temps vu l'écart qu'il peut y avoir, tu peux être magnanime et tu peux me le lâcher, tu peux me lâcher le truc sur le J'allais dire au pire ce qu'on peut faire vu que c'est quand même si ils ont parfois le même poste, c'est quand même des profils un peu différents, on peut faire un match nul en fonction des besoins, tu vois, j'allais t'offrir un match nul. Après point c'est beau parce que on va être très clair. La dernière, on va la faire parce que c'est la dernière catégorie. Mais bon, là, vraiment, j'ai même pas envie d'aller sur le terrain. Donc la dernière catégorie, c'est le charisme. Voilà, vas-y, tu sais quoi, je te donne le point d'importance dans l'équipe, mais c'est vraiment parce que je suis fair play dans l'idée où moi je le pense pas vraiment. Hein. Mais vas-y, allez, on est, vas-y, allez, c'est ok. Vas-y, j'aime beaucoup Lucien, allez. Mais c'est limite un manque de respect avec bon allez vas-y, tu sais quoi, je te laisse le truc parce que là de toute façon là derrière, enfin on vient de dire le charisme, comment tu veux que j'arrive à lutter avec quoi que ce soit déjà De Rossi de base sur le charisme, il y en a pas beaucoup qui peuvent aller. Alors oui, peut-être que si on met un Zlatan, mais si on met des mecs comme ça, OK, mais là Essien mais Essien, il a pas le demi la moitié du demi-charisme d'un De Rossi. Donc, et pourtant, c'est un bon mec, hein, sans problème. Mais charisme, juste l'autre physiquement, la barbe, le look, c'est bon.
En fait, c'est là aussi où je me dis, plus on est avancé dans le débat, plus je me suis dit, putain, en fait, c'est pas un cadeau d'avoir mis De Rossi face à Essien, parce que Essien, il y a tellement d'autres joueurs, en fait, on leur a mis en face, où en fait, il leur a été au-dessus, tu vois, en termes d'importance dans l'équipe, en termes de durée du prime, en termes même de stats pour un milieu de terrain, tu vois. Mais là, le truc, c'est qu'il est tombé sur un os, on va pas se mentir. Et puis, vas-y, charisme, tu t'as tout dit. Le côté barbu, à partir du moment où il te fait pousser la barbe, là, comme ça, il appelle encore comme ça, il appelle le gladiateur, en fait, tu vois, genre, à partir du moment où tes surnoms, c'est le gladiateur. Qu'est-ce que tu peux faire sur la catégorie charisme quand t'es en face? C'est mort, c'est pas possible. Puis même alors on peut parler de Grinta, même si voilà, c'est des termes qu'on a beaucoup entendus, mais là c'est pareil. Putain, ce qui dégage sur le terrain, c'est ton capitaine, c'est un gueulard, un meneur d'hommes. Quand toi, t'imagines, t'es numéro 10 ou t'es un 8 un peu offensif, etc. Tout le match, tu dois te coltiner un De Rossi sur la tronche qui te gueule dessus, enfin, t'as pas envie en fait. Donc, ouais, le charisme. C'est ça. Et c'est ça, il a un charisme de fou, ça je suis totalement d'accord avec toi. Et moi, pour moi, il y a une image qui me vient, et je pense que ça va te parler, c'est le Italie-Suède de 2017, où le barrage maudit pour l'Italie, où t'as Gianpiero Ventura, le sélectionneur, qui va le voir en lui disant bon allez, chauffe-toi et tu vas rentrer. Et lui qui regarde le sélectionneur et qui lui dit non mais c'est pas moi que tu vas faire rentrer, faut que tu ailles faire rentrer un joueur offensif. Donc t'as le joueur qui regarde son sélectionneur qui lui dit non en fait c'est pas moi que tu vas faire rentrer, c'est l'autre petit jeune Insigne. Enfin, dans quelle sélection? Alors ok, c'est parce que c'était vraiment le bordel à ce moment-là, Ventura était pas du tout respecté, mais n'empêche à quel moment t'as un joueur qui parle comme ça à son entraîneur qui lui dit non tu feras pas ce changement là et tu joueras comme ça. Bah là j'avoue j'en connais pas beaucoup, donc non c'est vrai que niveau charisme bon bah il l'emporte haut la main. Et encore une fois on peut rien lui reprocher à Haïtien, mais c'est juste pas son caractère, Non. Et puis, même si je pense que sur le terrain, de par sa puissance, etc., sa dominance au milieu de terrain, il pouvait impressionner ses adversaires, on va pas se mentir. Mais c'est tout, quoi. Enfin, tu vois, en dehors du terrain, c'était pas forcément un gueulard, c'était pas, enfin, tu vois, genre, oui, il avait un côté un peu aussi charismatique dans sa manière d'être dominant. Mais ça s'arrête là, comparé à De Rossi, où, enfin, tu vois, non mais c'est pour ça que même, peut-être on conclura là-dessus, mais c'est pour moi je pense que ça peut être un très bon entraîneur, De Rossi, parce que lui, il a cette âme qui fait que tu sais qu'il va pouvoir gérer un groupe, ça c'est sûr, en tant que meneur d'homme, il y aura pas de problème. Là où par contre, il va falloir qu'il bosse et tout, mais c'est normal, c'est encore un jeune entraîneur, c'est sur le côté, tactique, projet de jeu, ce qu'il va être en capacité de développer avec ses équipes. Mais lui, on est sûr que sur la capacité d'être un meneur d'hommes, d'emmener une équipe à vouloir mourir pour ton projet, lui, il n'y aura aucun problème. En fait, ça sera jamais un souci. Donc ça, c'est sûr. Après, on verra la suite, mais c'était pas le sujet principal, mais si tu veux mon avis, j'aurais été la nationale, j'aurais plutôt misé sur un Daniele De Rossi qui était libre plutôt qu'un Gennaro Gattuso qui me paraît pas du tout on va dire adapté pour ce poste-là sur de la durée. Alors peut-être pour une mission commando où malheureusement, excusez-moi, hein, on va mettre les couilles sur la table. Oui, pas de problème, ça on a compris, Gennaro est capable. Mais par contre, même ce côté meneur d'homme, je lui vois certaines limites. Là où un De Rossi me paraît plus adapté, peut-être plus jeune aussi, donc comprenons peut-être mieux la jeune génération. Oui, il faudrait qu'il bosse tactiquement, ça c'est sûr. Mais pour moi, il a un avenir à ce poste-là et encore plus en sélection. Je le vois vraiment en sélection. Oui, pour transmettre justement cette grinta, cette envie de mouiller le maillot et de donner tout ce que tu peux avoir. Oui, je pense. Et là, c'est pareil. Un Haïtien, bon bah depuis qu'il a arrêté la carrière de joueur, on l'a pas vu sur un banc et je pense qu'on le verra jamais sur un banc. Preuve aussi que ce fameux charisme. Bon bah voilà, c'était plus un taiseux. Il était plus là pour faire le boulot sur le terrain et être le gars important, voire indispensable, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, pour le charisme, il laissait d'autres gars. En même temps, dans le Chelsea de cette époque-là, t'avais d'autres gars qui étaient bien plus charismatiques que lui et ça posait pas problème. Hein. Et oui. Donc bon.
Bon, bah écoute, mon copain, bon, bah j'aurais essayé jusqu'au bout. Là, j'ai pas le total, mais bon, il y a pas eu trop de compétition. C'est pas... Ouais. Non, ouais. Bon, non, ouais, c'est pas grave. On aura essayé de défendre l'ami Michael Essien. Donc, bah écoute, tu le sais, hein, tu reviens quand tu veux. Tu reviens quand tu veux au FC Copain, t'es chez toi. Et pour un son prime, tu choisis qui, ou pour un petit débat mercato, tu le sais, tu viens quand tu veux, mon copain. Yes. Nous, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Dites-nous si vous êtes dans le même mood que nous, c'est-à-dire si vous avez considéré que De Rossi sur la durée, bah c'est bien meilleur, ou au contraire, si vous êtes supporter ghanéen, lyonnais ou de Chelsea, vous avez envie de défendre complètement à corps et à cri Michael Essien, allez-y.